Eh bien, chargeur de Châteauguay et de la MRC Roussillon, ça me fait un immense plaisir C'est quelqu'un que j'ai découvert tout récemment. On s'est parlé au téléphone et je l'ai invité pour une entrevue. C'est le psychopédagogue et non psychologue, on dit psychopédagogue, oui, Alex Saraf, qui vient nous parler aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Saraf. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Premièrement, un immense merci de vous être déplacé et être ici en studio avec nous à CHI à Châteauguay. On est privilégiés et on veut vous remercier. Ça me fait plaisir. Donc, vous avez sorti un livre qui s'appelle, je l'ai devant moi, là, juste pour être sûr que je ne me trompe pas, La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Oui. Avant qu'on aborde le livre, oui. J'aimerais ça, pour mon bien à moi et sûrement quelques auditeurs, de faire la différence justement entre psychopédagogue et un psychologue. OK. Donc, le psychologue, ça veut dire que le psychopédagogue et le psychologue, on a tous les deux le bac en psychologie. Puis là, on s'est spécialisé soit en psychologie clinique, soit en psychopédagogie. Dans le temps, on avait la maîtrise. Moi, j'avais fait la maîtrise en psychopédagogie. Puis il y avait la maîtrise en psychologie. Mais là, toutes les maîtrises ont été abolies dans toutes les universités. Donc maintenant, ils font le doctorat. Ils font PhD, DPSy, DPS, etc. Ils font le doctorat après le bac. Ils se sont spécialisés en neuropsychologie ou en psychologie clinique ou en psychologie recherche clinique. Moi, j'ai fait psychopédagogie. Je ne voulais pas faire de la psychothérapie avec les clients. Je ne voulais pas être psychologue, appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, je n'appartiens pas à l'OPQ, l'Ordre des psychologues du Québec. Je suis enseignant, donc j'ai fait le bac, puis la maîtrise, le bac en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie. Donc, la psychopédagogie, c'est un champ de spécialisation de la psychologie. C'est une branche de la psychologie qui étudie l'apprentissage, les techniques de mémorisation dont on s'en sert, les dynamiques de groupe. On donne des formations dans les groupes, par exemple, à ceux qui ont des problèmes de troubles alimentaires, par exemple, anorexie, boulimie. On va leur dire c'est quoi le diagnostic, le pronostic. On fait ça pour eux dans un groupe. On va administrer des tests ou des tests ou des questionnaires dans une clinique de lecture, par exemple. Donc, on étudie l'interaction entre professeurs, élèves, on va être avec un miroir espion, puis on va voir comment c'est l'interaction, la dynamique de groupe, etc. Donc ça, c'est ma branche, la psychopédagogie, puis on va se servir, comme j'avais dit, des techniques de mémorisation, acronymes, image mentale, etc., pour favoriser l'apprentissage. Intéressant. Ouais. J'imagine que c'est une approche aussi, la psychopédagogie, ça le dit dans le mot pédagogie, donc ça sert aussi à vulgariser quelque chose que le commun des mortels n'arrive peut-être pas à saisir de façon naturelle. Oui, et c'est ça, étant donné que je suis psychopédagogue, il y a 2 chapitres sur mon livre qui portent sur la pédagogie collégiale. Okay. Parce que j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent à Montréal depuis plus que 15 ans. Puis c'est ça, donc moi j'ai le chapitre, moi j'enseigne, mais eux apprécient-ils? Ouais. Apprécient-ils? Est-ce qu'ils apprécient? Je me suis inspiré du livre de Michel Saint-Onge, 1993 qu'il avait écrit « Moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils? » Ah. Puis là, j'ai aussi un chapitre « Ces élèves ados qu'on aime ». Je me suis inspiré du livre de Martine Beauvais, qui est psychopédagogue telle que moi, enseignante, puis elle est thérapeute aussi, moi je ne suis pas thérapeute. Elle a écrit « Ces ados qu'on aime ». Donc je me suis inspiré de son livre « Ces élèves ados qu'on aime ». Parfait. Oui. Donc, le premier chapitre, justement, dans votre livre, et je vais tout de suite m'avouer vaincu. Les auditeurs, j'ai lu justement le premier chapitre, mais vu que vous venez de... Mais j'ai pas terminé le livre encore. C'est super bon, je le suggère à tous les gens. L'éditeur Béliveau, allez vous acheter ça tout de suite, c'est très intéressant. Le premier chapitre qui porte justement sur l'adolescence. Oui. Donc, ça m'amène à ma question. Prof de cégep pour un sujet qui n'est pas c'est pas toujours facile. On peut aller dans des, excusez-moi l'anglais, mais dans des trucs deep, des fois, j'imagine. Pour un public âgé de 18 à 21 ans, comment ça se passe? C'est les étudiants ont 17 ans à 21 ans environ. Ce sont encore des ados. Moi, je dis dans mon livre que l'adolescence, c'est 15 à 25 ans. Ça, c'est important de le savoir. On dit que c'est 13 à 18 en théorie, mais c'est 15 à 25 parce que les lobes frontaux, ce sont les lobes qui se développent à la fin de l'adolescence. Puis j'avais lu un article récemment qui disait que le cortex préfrontal, qui est dans le lobe frontal c'est dans le front ici, où il y a la conscience, l'apprentissage, la pensée, ça c'est à l'âge de 24 ans que le lobe préfrontal se développe. Donc le lobe frontal se développe à la fin de l'adolescence, vers 24-25 ans. Là. Okay. Donc ça veut dire que les adolescents, ils peuvent avoir plus, ils peuvent agir avant de penser. Ils ne pensent pas aux conséquences.
tu sais, comme qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils font, par exemple. Je parle pas de ce qui se passe en classe, là, mais je veux dire pour la cyberintimidation, etc., là, qui se passe sur Internet, c'est les adolescents qui peuvent le faire aussi, où ils vont mettre des commentaires négatifs, puis ils s'en rendent pas compte qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, pour la réputation de la personne. Là. Donc, c'est aussi l'adolescence, une période qui est difficile à vivre, parce que c'est une période charnière, ça veut dire c'est transitoire entre l'enfance puis le début de l'âge adulte. Ouais. Okay? Donc, il y a plusieurs changements biopsychosociaux, puis le déclenchement de l'adolescence, c'est avec la venue du déclenchement des hormones sexuelles mâles, la testostérone pour les gars, puis les estrogènes pour les filles. Donc, ça se situe vers les 13, 14 ans. Oui, préado, c'est 11 ans. Là. Est-ce que c'est une bonne décision de repousser la consommation de la marijuana à 21 ans? Oui, alors ça dépend sur quels critères le gouvernement François Legault s'est basé. Est-ce qu'il s'est basé sur les effets que cela peut entraîner au niveau de la neurochimie, sur le cerveau, les mécanismes neurophysiologiques, ou est-ce qu'il s'est basé sur le fait, par exemple, que l'adolescence, ils considèrent ça aux États-Unis jusqu'à l'âge de 21 ans, je veux dire, pour prendre des drogues psychotropes, l'alcool, par exemple, puis la marijuana, c'est 21 ans aux États-Unis. Ou est-ce qu'il s'est basé sur le fait que qu'ils voulaient, en fin de compte, qu'ils considèrent que l'adolescence, c'est jusqu'à 21 ans. Moi, je considère que l'adolescence, c'est jusqu'à 21 ans. Ouais. Et même 25 ans. 25 ans, ouais. 25, mais c'est pour ça que je vous posais la question, oui. Parce qu'avec ce que vous avez dit tantôt, est-ce que, pour vous, strictement médical, est-ce que s'abstenir de fumer de la marijuana avant l'âge de 21 ans, est-ce que c'est peut-être une bonne chose? Je sais pas, j'ai pas vraiment... Ça se peut que ça serait meilleur parce que le cerveau se développe jusqu'à 25 ans, là. Donc là, ça serait bon peut-être parce que ils disent que... il y en a une étude qui a été faite qui disait que les gens peuvent développer des troubles de santé mentale tels que la schizophrénie ou d'autres troubles psychotiques s'ils prennent beaucoup du pot, c'est l'élément déclencheur, mais il faudrait qu'il y ait les autres facteurs. C'est-à-dire, pour la schizophrénie, il y a l'allèle 21 parmi d'autres facteurs, c'est polygénique, là, c'est plusieurs facteurs génétiques. Là. Il faudrait aussi que la personne ait le bagage héréditaire, là, avec les chromosomes, etc., les allèles. Là. Puis, il faut avoir aussi des facteurs environnementaux, la négligence pendant l'enfance, la maltraitance, ou des problèmes de toutes sortes, là, en fin de compte, environnementaux. Là. Donc, c'est pas juste le fait de prendre du pot, là, mais c'est un des éléments déclencheurs qui ça peut arriver parce que c'était quand même... oui. Absolument. Ouais. Là, puis moi, malheureusement, ma lecture s'est arrêtée à la section adolescence. Ma question, c'est... Est-ce que le party est fini après l'adolescence et l'être humain devient plate, ou est-ce qu'on a encore plein de périodes dans notre vie, que ce soit dans la trentaine, la quarantaine, l'âge d'or, est-ce que psychologiquement, qu'est-ce qui se passe avec un être humain à mesure, parce que c'est une croyance populaire, hein, l'adolescence, c'est rough, mais après ça, smooth sailing, mais c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est pas vrai, je vais te le dire, parce que c'est pas smooth sailing, parce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que ça va, puis il n'y a pas de problème, là, c'est qu'ils ont dit que les gens les plus malheureux ont entre 21 puis 28 ans. Ah, okay. Les plus malheureux, c'est entre 21, là, 24, 28 ans, là, genre. Puis les gens les plus heureux, c'est 65 à 74 ans. Oh. Pourquoi, premièrement, les gens sont plus heureux à 65 à 74 ans? Parce qu'à 65 ans, c'est toi qui décides si tu veux prendre ta retraite. Mm-hmm. Si tu veux pas, tu restes puis tu travailles encore. Si tu aimes ça, si tu as encore d'énergie, tu prends ta retraite, tu fais du bénévolat, tu voyages, tu fais ce que tu veux, là. Une certaine liberté. Tu as une certaine liberté, tu as ta paix aussi. Tu n'as pas besoin de dire qu'il y a le stress au travail aussi que les gens vivent, etc. Les relations interpersonnelles au niveau du travail avec nos collègues, etc., qui peuvent être difficiles. Puis là, pourquoi c'est la période la plus malheureuse? C'est pas l'adolescence la période la plus malheureuse, c'est le début de l'âge adulte, c'est par la suite. Pourquoi? On dit que les gens, c'est la fleur de l'âge, vingtaine puis trentaine, mais dans la vingtaine, c'est là qu'il y a plus d'instabilité. Parce que c'est là que tu pars de ton milieu familial. C'est là que tu vas trouver un emploi à temps plein, une relation amoureuse qui te convient. On dit que la personne change d'emploi 3 fois en moyenne dans sa vie environ. Il faut que tu sois à l'aise. En fin de compte, il faut que tu sois autonome de façon affective et de façon financière. Mm-hmm. Donc, c'est là qu'il y a plus de problèmes. Puis les troubles de santé mentale se développent le plus dans la vingtaine. La schizophrénie, la bipolarité, etc. Puis les troubles de la personnalité aussi.
C'est une grosse charge mentale C'est pour quelqu'un qui n'a pas tant d'expérience. Etc. C'est tout de bâtir ça. Oui, c'est ça. Puis, mettons, les gens qui ont des troubles de la personnalité, comme pour la personnalité borderline, là, aux limites, c'est plus rock'n'roll dans la vingtaine. C'est vrai qui est plus difficile. Je me demandais, c'est vraiment imbécile comme question, ce que Oui, je mais non, il n'y en a pas de question imbécile, vas-y, je t'écoute. Mais je me demande, tu sais, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du taekwondo, et quand on faisait du taekwondo, nos enseignantes nous disaient, ce que vous apprenez là, c'est pour votre bien-être physique, c'est pour vous défendre, en cas là, de extrême, vous êtes mal pris. Mais vous ne devez pas vous servir de ces outils-là dans la rue pour aller agresser n'importe qui, ou vous n'utilisez pas ça pour n'importe quelle raison. Je m'ai toujours demandé, un psychologue ou un psychopédagogue, en sachant tous ces petits raccoins-là qu'il y a dans le cerveau de nos interlocuteurs, est-ce qu'on est porté des fois à utiliser ces connaissances-là? C'est difficile à poser comme question, mais est-ce qu'on est capable de vivre une vie normale, avoir une conversation normale avec un être humain sans tout le temps l'analyser? Non, moi, je n'analyse pas les gens. Parfait. Je n'analyse pas les gens, mais sauf que, c'est étant donné que j'ai ce bac en psycho puis la maîtrise en psychopédagogie, puis que j'ai lu des livres sur la psychologie, donc, par exemple, le livre « Les manipulateurs sont parmi nous », où l'auteur, elle énumère les 30 comportements manipulateurs. Donc, moi, je pourrais, c'est sûr que c'est difficile aussi de repérer les manipulateurs, mais je serais plus sensible à ça, ou étant donné que en psycho, je vais avoir plus d'empathie envers les gens, donc je pourrais comprendre. Donc, quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, je pourrais comprendre ce qu'il vit parce que j'ai lu là-dessus, puis je pourrais, moins juger, puis plus être empathique. Donc ça va de soi, mais je ne vais pas analyser la personne, je veux dire, la personne, moi je ne juge pas les gens, la personne, elle est telle qu'elle est. Puis nous sommes qui nous sommes. Ça, puis on est comme on est, la naissance, là. Oui. Donc là, moi, c'est ça mon livre aussi, c'est la mosaïque humaine. La mosaïque humaine, c'est que chaque personne est unique, avec ses traits de personnalité physique, psychologique, son caractère, son tempérament, sa personnalité. Puis moi, je trouve que c'est très, 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 très dommage, les gens qui ne peuvent pas comprendre que dès qu'il y a un comportement qui est inhabituel, et les gens jugent ça. Tu comprends? Puis ils vont dire c'est malaisant, puis s'ils sont pas bien à l'aise, mais c'est parce que tu comprends pas que la personne, parfois, elle a ces comportements-là, mais c'est pas de sa faute non plus, là. Tu sais, il y a des affaires qu'on peut changer, des affaires qu'on peut pas changer. Donc les gens sont sur leurs chevaux parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont un manque d'empathie flagrant. Ça aussi, c'est pas bon. Là, je suis entièrement d'accord avec vous, mais on va revenir au livre. Oui, vas-y. Le temps file, puis... Oui, je comprends. Il faut terminer ça bientôt. Oui. Là, je parle d'un autre chapitre et j'aimerais ça a piqué ma curiosité. La santé mentale et la psychopathologie. Oui. Ça veut dire quoi au juste? Puis on est en droit de voir quoi pendant ce chapitre-là? Oui. Donc, c'est le chapitre qui était le plus difficile à remanier, puis à écrire, puis à retravailler, parce qu'il fallait que ça soit à jour avec les termes et tout. Donc, la santé mentale, c'est un équilibre bio-psychosocial où c'est comme un baromètre, il n'y a pas trop de tension. Donc, la personne qui a une bonne santé mentale est capable de se mettre à la place de l'autre, d'avoir de l'empathie, d'avoir de bonnes relations interpersonnelles, d'être en contact avec ses émotions, de comprendre que derrière ma colère, il y a souvent de la peine, d'être capable de gérer ses émotions, de gérer sa colère, d'être capable aussi de savoir c'est quoi mon besoin. Parce que quand on vit une émotion négative, comme la tristesse, etc., bien, il y a le besoin qui n'a pas été comblé. Donc, il faut toujours que la personne dise « Ah, ben là, aujourd'hui, je me sens triste. Je me sens pas bien. » Mais à quel besoin que tu n'as pas répondu? C'est-tu ton besoin d'affection? C'est-tu ton besoin d'appartenance à un groupe? C'est-tu ton besoin d'accomplissement parce que tu n'es pas fier de toi? Tu te sens poche parce que tu as coulé un examen? Donc, il faut être en contact sur le poste, là, de savoir à quoi j'ai pas répondu, puis de se connaître. La personne qui a une bonne santé mentale est capable de se connaître elle-même aussi, puis de connaître comment elle est envers les autres, puis d'être capable de voir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, qu'est-ce que je peux changer. Puis aussi, moi, je crois à l'intelligence émotionnelle. Oui. Donc, la personne qui est capable d'avoir de l'empathie, d'avoir des relations interpersonnelles, puis comme j'avais dit, de connaître et maîtriser ses émotions. Ça, c'est la santé mentale. Puis de savoir qu'il y a aussi des ressources, que si jamais ça ne va pas bien, il y a un psychologue, il y a des groupes de psychothérapie, il y a Revivre, ceux qui vivent l'anxiété, la dépression, la bipolarité, puis c'est ne pas être gêné d'en parler.
Parce que c'est ça la première chose, parce qu'il faut sortir du déni qu'on a un trouble de santé mentale, puis il faut le dire aussi. Puis il faut aussi d'être bien entouré. C'est la personne qui a une bonne santé mentale est capable de bien entourer, d'être soutenue, puis aussi ne pas comprendre ses limites, ses forces, puis d'être apaisant envers soi-même, puis d'être bien là-dedans. Puis ce que les gens pensent de nous, puis ce qu'ils pensent, puis qu'ils jugent, ça leur appartient, puis c'est leur image à eux, puis ça nous appartient pas. Qui est en bonne santé mentale, est capable de dire ça ne m'appartient pas, ça. Puis la personne qui a la psychopathologie, c'est quand il y a un déséquilibre bio-psychosocial. Bio, parce que c'est les gènes, hein? Psycho, c'est la personne elle-même, là. Puis sociaux, c'est environnementaux. Donc, les facteurs familiaux, etc. Donc, quand il n'y a pas d'équilibre bio-psychosocial, c'est là qu'on a un trouble de santé mentale. Parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Donc, le trouble de santé mentale, la psychopathologie, ça vient du mot pathos. Pathos, en grec, ça veut dire déséquilibre dans le corps et dans l'esprit. Ça veut dire des maladies. C'est quand il y a des émotions intenses, là. Donc, psychopathologie. Puis logie, ça veut dire étude, science, là. C'est bon? Oui. Donc, c'est l'étude scientifique du comportement qui est moins commun, puis des troubles de santé mentale. Donc, quand il y a de la psychopathologie, c'est là que les gens ont les deux grandes malheurs sur Terre, l'anxiété et la dépression. Il y a le gène qui est là, mais ça se déclare avec les autres facteurs. Tu sais, comme la schizophrénie, la personne, ça a de la difficulté dans les relations interpersonnelles, elle a de la difficulté avec l'école, etc. Il y a aussi des facteurs de protection. Si la personne est mariée, ça peut que la schizophrénie ne se développe pas ou ça va se développer plus tard. Donc, il y a plusieurs facteurs ou l'autisme, le jeune Arvéras pour l'autisme, l'enfant qui est renfermé, qui est dans sa bulle, mais il y a aussi les autres facteurs. Donc, c'est ça. Donc, quand il y a un problème de santé mentale, puis il n'y a pas d'équilibre, puis on ne se sent pas bien dans notre peau, puis on n'est pas capable de s'affirmer, de s'exprimer, c'est là qu'il y a le trouble de santé mentale. Parfait. Oui. Bon, on pourrait parler comme ça pendant des Oui, c'est ça, c'est le deuxième chapitre. Oui, c'est ça. Mais il faut malheureusement... oui, est-ce que je peux dire les chapitres qui sont là-dedans et tout? Oui, là? tu peux les dire, juste 30 secondes? Absolument, absolument. Donc, c'est ça, le titre du livre, c'est... Tu me permets, hein? Ben oui. Le titre du livre, c'est « La psychologie pour apprécier l'humain ». Puis le sous-titre, c'est « La vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué ». C'est chez Béliveau Éditeur. La préface a été écrite par Yvon Dallaire, qui est un psychologue clinicien, formateur, puis auteur là, de grande renommée. Là, il habite dans la ville de Québec. Puis ce livre-là, en fin de compte, a 12 chapitres. Puis les 12 chapitres sont l'adolescence, comme on en a parlé aujourd'hui, la santé mentale et la psychopathologie, la santé sexuelle, la santé amoureuse, l'amour et le deuil, la violence au sein des relations, nos relations interpersonnelles, la dynamique de groupe, j'aime enseigner, mieux apprécie-t-il, ses élèves ados qu'on aime, la vie peau de pétales de fleurs, épilogue et contenu a posteriori. Puis moi, je l'ai vraiment validé, les chapitres puis le livre, par plusieurs auteurs québécois, psychologues. Nicole Audette, c'est une sexologue clinicienne que je connais depuis des années, qui a validé ce chapitre sur la santé sexuelle. André Binette, lui, il a lu c'est un ancien psychologue clinicien qui a lu sur le chapitre sur la santé mentale, la psychopatho. Yvon Dallaire, psychologue clinicien, qui a lu et validé tout le livre. Michel Doré, sociologue de la sexualité très connu, grand auteur, formateur, chercheur, qui, à fin de compte, a lu et validé les 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre dans mon livre. Puis Yves Saint-Arnaud, c'est un ancien psychologue clinicien, puis un auteur aussi, qui a validé sur la dynamique de groupe. Donc, on peut se le procurer n'importe quel site web, Béliveau Éditeur, Renaud-Bré, Archambault, ou aller dans n'importe quelle librairie. On le commande, puis c'est disponible après 5-10 jours, ou la version électronique. Ben, c'est de toute beauté. Mais je vous le suggère, moi, c'est ce que j'ai lu à date. C'est excellent. Merci beaucoup, M. Salat. Puis, écoutez, en 2020, qu'est-ce qui se passe pour vous? En 2020, je continue à faire des entrevues de radio. Good! Donc, je devrais avoir des entrevues de radio à Montréal puis à Québec. Je continue la troisième... c'est en fin de compte, en septembre qui s'en vient, là, dans 10 mois, là, 9 mois, là, ça va être en 3 ans, que j'aurai fait 3 ans de promotion pour mon livre. Bon. Donc, je vais avoir encore 5 entrevues de radio qui s'en viennent là. Ben, merci d'avoir été là avec nous, puis on vous souhaite un autre livre très bientôt. Dans les 10 prochaines années. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous, bye-bye. Salut, bye-bye. Et voilà.